Vous avez Bourema Soulou. Il est journaliste et vice-président de l'Association des blogueurs du Mali. Il est détenteur d'une maîtrise en langue, anglais et arabe. Il est actuellement masterant en journalisme à l'ICAO et il travaille dans ce domaine depuis très longtemps. En 2022, il a animé aussi un panel lors du colloque sur la recherche et l'insécurité à l'Institut des sciences humaines. Vous avez enfin un grand magistrat de grade exceptionnel, M. Aruna Keita, qui fut ancien procureur, directeur des affaires juridiques de l'APDP et actuellement il est secrétaire général de l'APDP. Donc vous avez vraiment des panélistes de très haut niveau, mais malheureusement vous allez être déçus parce qu'ils ne vont pas avoir assez de temps pour dire tout ce qu'ils ont lié au contraire des temps, donc vous allez nous en excuser. Donc premièrement, la première question va s'adresser à Dr Amidou Togo. Et dans un contexte de forte digitalisation, quels sont les risques? Surtout, parlez-nous des risques et que présentent les réseaux sociaux. Les risques pour la paix, les risques pour la stabilité, la cohésion sociale. Juste en moins de 1 minute. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour la question du modérateur. Donc, cette question avait commencé à être répondue par le premier panel. Mais il faut se dire que les réseaux sociaux sont quand même au-delà de la définition sociologique anthropologique qui existait il y a très longtemps. Les réseaux sociaux, comme vous l'avez si bien rappelé, que la forme que nous connaissons aujourd'hui ont commencé avec la forme digitalisation, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, avec l'apparition de plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Messenger et ce que vous connaissez WhatsApp. Donc, c'est pas sa définition, c'est un espace sur le net qui donne l'accès à une personne, c'est-à-dire un individu, ça va être une personne physique ou morale, de pouvoir créer son profil et de partager des informations avec soit ses amis, donc selon les types de réseaux sociaux, ça peut être des amis, des followers, ainsi de suite. Donc, comparaison à notre société, un réseau social, c'est un peu un grain que nous animons en fait. Donc, en fonction du type, de l'intérêt que vous avez dans votre vie, le type l'objectif que vous poursuivez, je vais sur un réseau social ou un autre. Donc, dans cette définition, je suis de la PDP aussi, donc il y a plusieurs risques à aller sur les réseaux sociaux, mais compte tenu du temps imparti, je vais m'appesantir sur un volet qui est donc le nombre de données que nous produisons sur les réseaux sociaux. Donc, ici, le premier panel avec Mme Awa, vous avez commencé à parler déjà de la désinformation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le procureur va aussi intervenir sur ça. Nous produisons beaucoup de données sur le net aujourd'hui. Nous partageons beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça a pour conséquence déjà les vraies fausses informations. Ce que j'appelle les vraies fausses informations, ce sont des vraies informations, mais qui sont hors de leur contexte en fait. Qui sont hors de leur contexte, qui ont des conséquences donc très graves sur la paix et la cohésion sociale. Nous avons aussi des fausses informations aussi qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ont aussi des conséquences assez graves sur ce que vous avez appelé la paix et la cohésion sociale. Et j'ai la chance que le modérateur et moi venons du centre du Mali. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu cette zone, nous connaissons la manière de régler les conflits dans cette zone-là. On a ce qu'on appelle une pierre pyramidale pour la résolution des conflits là-bas. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens
Donc avec cette pyramide, tout le monde n'a pas droit à la parole en fait. Quand il y a un problème dans un village, dans une communauté, on sait qui et qui doivent intervenir pour pouvoir trouver une solution. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde a droit à la parole. Aujourd'hui, on a certaines personnes qui parlent au nom de la communauté. On va dire que tel village a dit ça, telle communauté a dit ça, alors que ce ne sont pas les personnes les mieux indiquées pour parler au nom de la communauté, donc qui peut aggraver la situation. Au-delà de... Oui. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Donc, au-delà de tout ça aussi, toujours parlant des informations, de la quantité de données que nous produisons sur les réseaux sociaux, ça peut faire l'objet de ce qu'on appelle des cyberattaques aujourd'hui. C'est-à-dire que les cyberattaquants font ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Le commissaire Diakité, chaque matin, il me donnait l'exemple d'un de ses grands frères, chaque matin, il donne sa position, il partage les photos de sa famille sur les réseaux sociaux. Et moi, si je suis un cyberattaquant, il suffit d'aller sur sa page Facebook où je peux connaître là où il loge, ses habitudes journalières, les noms de ses enfants. Il suffit de faire une triangulation de ces informations et je peux tout simplement faire des attaques sur son système d'information. Mais au-delà de tout ça aussi, un responsable qui dit sur les réseaux sociaux, par exemple, qui donne sa position toujours, il va en vacances au Sénégal et il poste une photo pour dire que je suis là avec toute ma famille en vacances au Sénégal. Ça peut donner l'appétit à un voleur d'aller vous rendre visite en votre absence. Vous donnez votre position pour dire que moi et ma famille ne sont pas à la maison. Donc ça peut aussi donner l'appétit aux délinquants de passer vous voir à la maison. Bon, le modérateur nous met la pression, donc on va se limiter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer la parole à M. Aruna Keita, magistrat. Et juste de façon synthétique, l'exécution du temps est là. Les voies de recours et les sanctions qui résistent concernant l'espace numérique, quelles sont les voies de recours? Les autres en ont parlé, mais on veut quand même quelques illustrations, des cas précis pour mieux illustrer ce que les autres ont dit. D'accord. Bonjour tout le monde, merci bien, monsieur le modérateur. Avant de parler des voies de recours, il faudrait peut-être parler des dérives d'abord. Le docteur Edera et le docteur Dial l'ont dit. Les premières obligations, la protection de personnel s'applique d'abord aux réseaux sociaux, à Facebook, à WhatsApp, Instagram, autres, qui vivent de données personnelles. Donc, notre loi s'applique, quand on parle de protection, la protection doit s'appliquer d'abord à ces réseaux sociaux. Dès lors qu'ils ne sont pas en règle avec la loi sur les données personnelles du Mali, ils sont soumis et qui doivent être associés par la sanction pénale, aux sanctions administratives pénales. D'abord, donc ça c'est au niveau des réseaux sociaux, les plateformes même. Mais il y a des manquements souvent, il y a des manquements très souvent de la part des internautes, ceux qui animent des pages, des profils, comme des individus, des particuliers. Là, il y a les cas de cyberharcèlement, les jeunes filles, les jeunes étudiants qui sont là en train de savoir. Il y a les cas d'arnaque en ligne, on vous pousse à vous donner des photos d'individus, à des gens, on vous harcèle après, on vous donne 100 000 francs, 1 million, 2 millions. Sinon, je balance vos images. Tout ça, c'est des manquements aux données personnelles. Il y a les injures graves aussi sur les réseaux sociaux, l'éthique. Là, il y a ça aussi, il y a plein d'infractions. Hein. Il y a la désinformation, comme madame l'a dit, les fake news aussi. Là, les vidéomans, actuellement, les web TV, collectent des données personnelles des individus, publient des photos des citoyens maliens sur leur page, sur leur web TV ou dans leurs vidéos, sans leur consentement. Ces principes ont été dégagés par le docteur Aïdara. Donc, dès lors que vous violez les principes dégagés dans la loi de 2013, vous êtes passible des voies de recours que je vais développer. La première voie de recours, d'abord, c'est de vous adresser, ce qu'on vous conseille, c'est de vous adresser d'abord à l'auteur de la publication. Si Facebook attend à vos données personnelles, vous avez le droit de demander à Facebook pourquoi il les fait et de vous y opposer. Facebook doit vous donner la possibilité de vous y opposer. Et si Facebook ne le fait pas, vous vous adressez à l'APDP pour que des sanctions soient prises par l'abri contre Facebook, même si dans la pratique c'est pratiquement impossible. On le verra également. Mais si c'est des particuliers qui les font, qui font des dérives, on vous insulte sur Facebook,
Là l'énergie tombe sur le coup de la loi sur la cybercriminalité. Vous saisissez les procureurs compétents. Là, actuellement, les procureurs compétents en République du Mali, c'est le procureur de la commune 4. Ils ont créé un pôle anti-cybercriminalité au niveau de la commune 4, qui est chargé de tout ce qui est dérive sur Internet et protection de données personnelles. Donc, vous pouvez porter plainte devant les procureurs de la République. Et si c'est des photos, des questions ont été posées à Dr Aydra par rapport à des photos prises et publiées. Si c'est des photos prises et publiées sans votre consentement, vous avez le droit de saisir la PDP. D'abord, de ces manquements à la loi, la PDP réagit contre l'auteur des photos, mais aussi, vous avez le droit de demander des dommages d'intérêt. Donc, je me réjouis rapidement. D'abord, par rapport au manquement, il y a des procédures administratives au niveau de la PDP. Vous saisissez la PDP pour que des sanctions administratives soient prises. Vous saisissez les procureurs compétents également pour que les procureurs même puissent engager des poursuites. Et vous pouvez aller en dommages d'intérêt. Donc, si les manquements que vous alléguez à porter atteinte à vos droits et que ça vous a causé un préjudice civil, vous pouvez demander au juge civil également de vous donner des dommages d'intérêt. On a vu beaucoup de cas, on a des jurisprudents en la matière. Donc, sachez que lorsque vous êtes victime de dérapages ou de dérives sur les réseaux sociaux, la première chose à faire, c'est de vous constituer des bons et des preuves. Parce que si quelqu'un vous insulte ou quelqu'un publie votre photo sur sa page Facebook sans votre accord, si vous portez plainte, alors que vous n'avez pas aménagé un moyen de preuve contre la personne concernée, elle peut l'effacer. Elle peut effacer l'injure, elle peut effacer également la photo. Donc, vous devez faire des captures d'écran d'abord pour que la photo puisse rester. À des cas échéants, constituer un huissier pour que l'huissier aussi constate les manquements à la loi. Parce que l'histoire d'huissier fait fort jusqu'à la discussion des faux. Dès lors qu'un huissier constate un manquement à la loi, l'auteur du manquement ne peut plus se dédire. Vous voyez un peu. Donc, grosso modo, ces trois actions, ces trois voies de recours que les personnes victimes de dérives sur les réseaux sociaux ont droit, la saisie de la PDP, la saisie du procureur de la République et la saisie du juge civil pour que les dommages d'intérêt vous soient accordés. D'accord. Est-ce que vous avez un cas précis où il y a eu les résultats? Oui. Oui, rapidement, en 2016, il y a un jeune médecin du Mali qui était au Mali ici, un Camerounais, qui a été victime de violations de données personnelles de la part de sa petite amie. La petite amie travaille à Orange Mali. Orange, à travers ses relations, elle a pu accéder à des transactions. Le monsieur a envoyé des crédits à des jeunes filles qui ne dépassaient même pas 5 000 francs. À 3 jeunes filles. La fille a eu accès au numéro de téléphone de ces jeunes filles-là et elle est partie faire des histoires à son petit copain, qui était un docteur, un intérimaire en médecine, un interne du moins. Donc il a porté plainte à l'APDP. L'APDP a condamné Orange Mali à payer 15 millions d'amende parce que c'est une tierce personne. La dame n'avait pas le droit de voir les transactions Orange Mali de son copain. Donc Orange a été condamné à payer 15 millions à l'État malien comme amende. Et tenez-vous bien, Orange a été condamné à payer devant le juge civil également 10 millions de dommages d'intérêt au docteur parce que tout simplement sa copine a pu accéder à son compte Orange Money. Vous voyez un peu, donc ne vous baissez pas les bras. Dès lors que vous êtes victime de violations de données personnelles, si ce soit par le fait d'un vidéoman qui n'est pas un journaliste ou d'un web TV qui n'est pas un organe de presse, vous avez le droit d'attaquer devant la PDP et devant les tribunaux également. D'accord, merci monsieur. Oui. Passage que vous avez brièvement organisé des journées scientifiques de l'école de journalisme, étant présent du comité d'organisation, avec beaucoup d'expérités, surtout de rigueur, mais avec beaucoup de modestie. Très rapidement, quels sont les produits en quoi les réseaux sociaux peuvent servir de voie d'information sur la situation sécuritaire? Très rapidement. Merci beaucoup, Dr Carabé. Il y a eu des occasions ont été données aux autres de présenter leurs structures. Je profite pour présenter notre établissement, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, qui fait partie des dernières nées des institutions d'enseignement supérieur. Donc, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication a été créée tout récemment en 2015. Nous avons 2 promotions sur le marché. La première promotion est sortie l'année dernière, la deuxième promotion cette année. Donc, pour le moment, nous nous formons qu'en journalisme. En journalisme, presse écrite, radio et télé.
Mais nous envisageons d'ouvrir une filière pour la rentrée universitaire 2023-2024, une filière en communication et un master en communication et puis une filière en journalisme pour la formation continue. C'est-à-dire que les professionnels qui sont déjà sur le marché peuvent venir suivre. Donc l'accès est facile, hein. C'est tous les bacheliers de toutes les années en cours, il suffit d'avoir un bac. Et puis nous sélectionnons 25 étudiants seulement et si vous passez au concours, c'est payant. Donc c'est cette information que je voudrais aussi. Merci pour la publicité. Merci. La question c'est de savoir en contexte d'insécurité, comment est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? On informe positivement les citoyens. Voilà. On fait, en période d'insécurité, comme vous savez, avec l'avènement de l'Internet au Mali en 1990 et avec l'avènement des réseaux sociaux en 2000, comme l'a dit mon collègue Amidou, les réseaux sociaux ont changé considérablement le mode de vie des populations, la façon de s'informer, la façon de faire la communication. Donc, au-delà de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux peuvent effectivement informer positivement dans la mesure où, par exemple, la DIRPA, qui est une autorité reconnue dans le domaine de la sécurité, fasse des informations via ces plateformes. Donc, nous allons considérer que toutes les informations données par la DIRPA sur la question sécuritaire peuvent être considérées comme des informations fiables et des informations positives dans la mesure où nous sortons du self-média qui consiste à mettre en ligne les vidéos choquantes par des individus, des vidéos, des informations qui ne sont pas réglementées, peuvent être source de psychose sur la population. Donc, s'il y a des médias réglementés, notamment comme l'ORTM et autres médias, qui ont le devoir de bien étudier, je dirais, les informations avant de les transmettre. On peut dire que dans ce cas de figure, les réseaux sociaux peuvent contribuer à donner des informations positivement sur la question sécuritaire. Merci, madame. Maintenant, je me tourne vers Roman Solo. M. Roman Solo est journaliste local. Dans un contexte de forte digitalisation qui coïncide avec la propagation de fausses informations, quel rôle les blogueurs maliens, vous les blogueurs, quel rôle vous pouvez jouer pour contribuer à la désinformation surtout? Merci beaucoup, Dr Karabé. Merci à l'assistance pour l'attention. Comme vous l'avez dit, avant ces panels, le premier panel avait commencé à donner des chiffres sur l'utilisation, le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux ou Internet au Mali. Il y a le dernier rapport de Detail Portal, donc c'est une structure américaine qui fait, ça relève de Facebook, de Meta, donc qui fait chaque année un rapport sur le nombre d'utilisateurs, le nombre de connexions Internet, fibre optique ou mobile disponibles dans le monde. Et pour cette année, pour le cas du Mali, il est dit qu'il y a plus de 7 millions de Maliens sont des internautes, c'est-à-dire dans ces rapports, il est dit que le Mali totalise 22 millions de personnes, d'individus. Donc, sur ces 7 millions, 1,7 million sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est nombreux parce que quand on voit comme ça 22 millions, il y a 1 million seulement qui est sur les réseaux sociaux, on va nous dire que non, c'est que par rapport au nombre d'habitants. Mais c'est beaucoup par rapport quand on voit le taux d'alphabétisation au Mali, quand on voit le taux d'utilisation d'Internet au Mali. Donc, dans ce sens que quand vous voyez aujourd'hui une fausse information, vous voyez que ça devient viral. Ça devient automatiquement, ça touche tout le monde. Et dans cette catégorie, vous avez la plupart des cas des jeunes.
des jeunes qui n'en ont pas, ce qu'on appelle, il y a, je crois, Dr Haïdara qui parlait ici, l'éducation au numérique. Nous, on parle de l'éducation aux médias. Des gens qui utilisent les réseaux sociaux sans savoir comment on l'utilise. Et toujours au cours de cette journée, on avait parlé des choses qui peuvent nous rattraper plus tard. Et la désinformation fait partie de ces choses-là. Aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir, dire, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on voit certains vidéomans ou certains qui s'appellent des vidéomans qui disent, qui donnent des informations qu'on sait, nous, en tant que Maliens, qui sommes dans le même pays que c'est faux, mais c'est des chefs de famille, c'est des mères de famille qui n'ont pas honte, qui parlent aujourd'hui, et demain, peut-être qu'ils vont changer de position, on va leur montrer, comme on dit qu'il y a VAR, on va leur montrer, hier, c'est ça que vous disiez, aujourd'hui, c'est ça que vous venez de dire. Donc, nous, au niveau de l'Association des blogueurs du Mali, on a introduit, on fait des articles, on fait des billets de blogs, habituellement, mais on a introduit quand on a vu que vraiment cette question de désinformation prenait de l'ampleur, on a initié, on a ajouté ce qu'on appelle une rubrique Anga Sege Sege. Donc c'est en bambanankan, c'est qu'on veut dire vérifions ensemble. Donc dans cette rubrique, chaque fois qu'il y a une information qu'on pense que c'est douteux, nous on fait des analyses. Et avec APDP aussi on travaille sur certaines questions, surtout des droits. Donc nous ce qu'on fait, c'est vraiment question d'éduquer. On éduque à travers l'analyse, à travers l'information, à travers la recherche, la vérification, surtout la vérification, parce que nous on dit, quand on dit que M. X est rouge ou blanc, nous on cherche par tous les moyens le contact de ces derniers, l'information à la source, on lui demande, si c'est faux, on écrit, on fait la capture d'écran de celui qui a relayé l'information fausse, on fait capture d'écran, on met croix rouge là-dessus, on dit c'est faux, c'est fake news. Donc aujourd'hui, c'est diminué sur les réseaux sociaux, il y a moins en moins de fake news. C'est sur les vidéos directes, live, qu'il y a fake news. Mais les posts Facebook, les gens ont vu que vraiment c'est leur image qui part. Mais il y en a qui ont fait cette désinformation leur métier aujourd'hui. Donc eux, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur. Même quand on dit que c'est fake news, ils disent même eux-mêmes, ils sortent pour dire que anga balo de nyini. Donc anga balo nyini. Donc ce qui veut dire que voilà. Fact-checking, c'est ça en fait, c'est ça c'est un mot anglais, mais en français, fact-checking, ça veut dire, c'est le fait de vérifier. Donc on vérifie. C'est le mot en anglais, c'est anglicisé, donc nous on dit fact-checker, fact-checking, mais en français c'est vérifier. Donc nous on a pris en nom local Anga Sege Sege. Donc ce qui veut dire que vérifions, ça c'est au niveau de l'Association des blogueurs du Mali. Quand vous tapez assoblog.org, vous allez voir la rubrique Anga Sege Sege. Toutes les fake news, toutes les fausses informations qui se sont passées au Mali, on a passé au punch fin et c'est vérifié, c'est là-bas. Donc vous pouvez les lire et à cause ou grâce à ce travail qu'on abat, nous ne sommes pas seuls. Il y a Denis Blog qui a aussi développé ce qu'on appelle le Bembere Vérif. Il y a un journal qu'on appelle le Jalon qui le fait aussi. Donc il y a aussi certaines rédactions qui intègrent aujourd'hui dans leur rédaction cette cellule ou sinon cette rubrique de fact-checking. Donc ça diminue considérablement. Mais ce que je dis, il y en a qui vivent des fausses d'information. C'est une industrie qui fait vivre. Donc, ils s'en foutent. Qu'on mette croix rouge ou croix blanche ou je ne sais quoi, quelle couleur, ils s'en foutent. Ils continuent avec les fake news. Donc, c'est ça le problème. Mais avec les jeunes, je crois que quand un jeune qui voit son nom avec croix rouge, ça lui fait mal. Et les internautes maliens vraiment comprennent aujourd'hui l'effet des informations. Et sur les réseaux sociaux, vous allez voir, nous-mêmes qui sommes des fact-checkers, des vérificateurs, souvent on peut faire 2 semaines, 3 semaines, on fait le tour des réseaux sociaux, on ne voit pas souvent circuler les fausses informations et on se dit, alhamdoulilah, les gens comprennent c'est quoi ces choses. Comme je dis, c'est vraiment les lives, hein, les vidéos, là, c'est eux qui, très généralement, et c'est entretenu. C'est entretenu par qui? Tout le monde le sait. Donc, voilà. Si on va revenir, la parole à deux hommes
prioritairement d'abord les étudiants. Vous allez poser des questions, des observations voilà, aux panélistes, avant de revenir aux panélistes pour intervenir. Il y a une main là-bas. Oui, votre nom. Par réponse. Moussa Diarra. Deuxième personne, on est appuyé par le temps. Oui. Votre nom? Ali Doumbia. Et l'étudiante? Ali Doumbia. Soyez. S'il y a une étudiante qui est prioritaire. Tu fais fake news? Tu fais fake news? Il y a Paris. Je vais aller vérifier chez toi. Mounibo Samake, Paris, le séjour ici. Mounibo Samake. Solidarité. La liste est close. On est prêt de parler. Diarra, vous avez la parole. Moi, ma question est. Je l'adresse à M. Slow. Ma question est quelle est la mesure qui vous priez contre les gens qui amassent des fausses informations sur les réseaux? Pour ceux qui amassent des fausses informations, quelle est la mesure que vous prenez contre eux? C'est de les laisser faire ou bien pour les arrêter? Monsieur Ali Doumbia. Un peu de patience, on va finir tout à l'heure. Ok, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est M. Doumbia Ali, je suis étudiant ici en fac de droit public, master. Alors, je remercie également les panélistes pour l'intervention. Ma question, c'est par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle dans l'accomplissement des missions de l'APDM. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue, oui, l'intelligence artificielle, les gens peuvent l'utiliser pour vraiment fabriquer des images afin de nuire à une personne. Et si c'est le cas, comment est-ce que vous procédez pour pouvoir traiter ce genre de cas-là? Surtout l'impact de l'intelligence artificielle dans l'accomplissement de la mission de l'APDM. Ok, je pense que nous avons pris note de la question bien exposée. L'APDP, ok. L'APDP, voilà, je vais rectifier. Maintenant, M. Mounibo, vous avez la parole. Je pense qu'on a bien noté. Soyez bref et précis, s'il vous plaît. Bonjour Massa, je me nomme Samake Mounibo, doctorat en faculté des droits publics. Je tiens à remercier les panélistes pour la qualité de leur communication. Et ma question va à l'endroit du procureur. Et ma question est de savoir, est-ce que APDCP, si oui, comment la saisir? Merci. Merci. Dans les publics, c'est solidarité. Débat. Merci beaucoup. Je salue moi aussi les différents panélistes pour la qualité des exposés. Maintenant, ma question s'adresse au blogueur. Là, c'est M. Soulou. Voilà. Et je voudrais savoir la différence entre blogueur et puis les vidéomans. Et de deux, je voudrais également savoir si à votre sein, vous avez un mécanisme d'autorégulation de notre civil, en sorte de limiter les dérapages. Merci. Vous prenez les micros. Ok. Commencez à répondre. D'accord. Ok, merci beaucoup.
j'ai deux questions à mon adresse. La première question est de monsieur Moussa Diarra qui a demandé si nous avions des mesures pour arrêter les fabricants de fake news. Moussa Diarra, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes une association, donc association des blogueurs du Mali. Nous n'avons pas l'autorité pour arrêter qui que ce soit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le fact-checking, donc la vérification. Si vous vous dites ici que, par exemple, au cours de ce forum, il y a eu ça, nous on va dire, on connaît ceux qui ont organisé, on va appeler Search for Common Ground voir, on va appeler ACRSS si c'est vrai ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Si on dit que c'est faux, on va dire Moussa Diarra, ce que Moussa Diarra a fait, c'est faux, on fait capture d'écran de ce que vous avez publié, on met croix rouge, on dit c'est fake news. Donc, nous, notre travail s'arrête à ça. Maintenant, s'il y a des actions à entreprendre, c'est les organisateurs ou c'est l'université qui prend, parce que ça va devenir peut-être, vous avez menti ou vous avez calomnié, ça va devenir un truc qui ternit l'image soit des organisateurs, soit l'université qui a accueilli. Donc c'est eux qui doivent prendre des actions et la justice est là. Très généralement, c'est la loi sur la cybercriminalité qui prend en charge cet aspect-là. Et beaucoup vont en prison à cause de ça. Et la deuxième question avec le blogging, nous les blogueurs et les vidéomans, en fait le blogging c'est tout le monde. Tout le monde peut faire le blogging. C'est-à-dire, le blogging respecte aussi des règles. Ces règles, c'est quoi? C'est un journal personnel en fait, le blogging. Le blogging, c'est le journal personnel dans le temps. Maintenant, le blogging, c'est régime au microblogging, c'est-à-dire la présence active. Ce n'est pas la présence seulement, mais la présence active sur les réseaux sociaux. Donc, des gens qui utilisent vraiment jour, matin, midi et soir les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou TikTok, c'est eux aujourd'hui, mais qui ont des blogs aussi. Et parce que le blog, c'est une plateforme sur laquelle on crée, c'est comme Facebook. Vous avez votre page Facebook, mais vous avez créé. Le blog aussi, c'est ça, c'est une plateforme qui est là. Il y a plusieurs plateformes, mais nous utilisons très généralement ce qu'on appelle wordpress.com. C'est une plateforme vraiment dédiée à ça, à cet effet-là. Donc maintenant, la vidéomania qui est venue avec le temps tout récemment, ça c'est vraiment de faire Facebook Live très généralement. Ils ont leur forfait, ils ont leur téléphone et ils peuvent vous arrêter pendant 30 heures ou 24 heures, vous parlez, il n'y a pas de queue ni tête. Donc, vous payez quelqu'un pour dire moi, j'aime pas la tête de sous l'eau, il faut que je vous donne l'argent, il faut que je vous donne un peu d'informations, mais vraiment des informations fausses, très généralement. C'est pourquoi vous trouverez que ce sont ces gens-là qui sont très, très souvent ciblés par la loi sur la cybercriminalité. Donc, la différence entre le blogging et les vidéomans, c'est vraiment, les vidéomans c'est des gens qui sont venus sur le tard. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux. Très généralement, on les montre sur le terrain. Nous que vous voyez, on a montré à beaucoup de gens comment utiliser, comment faire le direct même. Et après, sur le tard, ils apprennent à faire, donc ils deviennent des indépendants. Donc, Et la troisième, il y a troisième question. On est obligé, vous allez fondre ça dans votre dernière intervention. D'abord, les grands défis, les recommandations. Et dans cette partie, vous allez aussi essayer de donner des éléments de réponse à la dernière question. Mais on continue, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire plusieurs tours. Ça va être les derniers tours et puis vous finissez par un mot de recommandation et de remerciement, mais 2 minutes maximum. J'ai la parole? Oui, vous avez la parole. D'accord. La dernière question, c'était... Voilà, le mécanisme, c'est vraiment ce que je dis. Les blogueurs, depuis que la loi sur la cybercriminalité est mise en application depuis 2019,
aucun blogueur n'a été victime de ça. Parce que nous, quand les gens, nos nouveaux membres qui adhèrent aux associations, on les forme déjà. Comment utiliser. Et quand quelqu'un sait comment utiliser, c'est très difficile que la personne, si ce n'est pas par mauvaise foi, il tombe sur le coup. Mais tout dernièrement, avec des partenaires, on a aussi élaboré une charte des blogueurs. Donc il y a cette charte des blogueurs qui n'est pas contraignante, qui est quand même comme la charte des journalistes. Donc si vraiment c'est pour la bonne marche des trucs, donc tous les blogueurs, toutes les blogueuses qui ont bonne foi, vraiment ont adhéré à cette charte. Donc c'est comme notre mini convention qu'on a, qui n'est pas contraignante, qui n'est pas juridique, mais c'est vraiment, ce sont des mécanismes qu'on a, les formations et la charte pour l'instant. Donc en tant que comme recommandation, pour mettre fin à ces désinformations sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'État qui peut arrêter ça. C'est l'État seul qui peut arrêter ça. Et aujourd'hui, est-ce que la tendance est bonne? Est-ce que l'État est prêt à stopper? Parce que quand on sait comment est entretenu ces phénomènes-là, on préfère se taire. Oui, mais est-ce que les universités, les ONG comme... Voilà, les ONG comme Search for Common Ground, c'est quand même vraiment, ce sont des espaces comme ça qu'il faut multiplier. Par exemple, quitter peut-être, ces étudiants sont grands. Très généralement, les fake news, c'est aussi avec les jeunes qui sont... Par exemple, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone Android. Et très souvent, les mamans là aiment demander, Ahmed, Annie, WhatsApp là, est-ce que tient le dos? Donc le petit va regarder, ah maman, comment on tient le dos? Donc nous, on a aussi entrepris des démarches pour aller vers les jeunes, les adolescents qui sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux. Donc Search for Common Ground peut initier, peut-être aller dans des écoles de base pour déjà à la racine, attaquer le problème à la racine. Ça c'est une bonne chose. Et à l'université aussi, peut-être d'inclure des modules de désinformation. Je sais qu'à l'école supérieure du journalisme, ils ont mis les médias sociaux, les médias en ligne dans leur cursus. Donc ils peuvent aussi intégrer l'université de droit, le programme ou un cursus sur la désinformation. D'accord, merci. Je pense que quand même, cherche à bien nous dire qu'il faut des espaces de dialogue pour les jeunes. Madame, je vous redonne la parole pour la deuxième et la dernière. Malheureusement, on est pris par le temps. Voilà, les défis liés à cette information à travers les réseaux sociaux méritent des recommandations bien claires, précises et ciblées dans 2 minutes maximum. D'accord, merci. Les défis sur la question sécuritaire, sur la question sécuritaire à travers les réseaux sociaux. Par exemple, il y a d'abord le flux d'informations, c'est-à-dire on fait face surtout à l'infobésité. L'infobésité qui ne permet pas aux gens de pouvoir lire toutes les informations qu'on reçoit à longueur de journée sur nos comptes Facebook, WhatsApp et autres. Donc cela peut renvoyer un peu à l'esprit critique d'analyse. Puisque si on est envahi par les informations qui est l'infobésité, on ne peut pas avoir le temps de lire et on n'aura pas un esprit d'analyse et un esprit de critique pour faire face à toutes ces informations sur la question sécuritaire. Il y a également, comment on va appeler la désinformation qui a été soulignée par les panélistes précédents, la désinformation qui est un élément fondamental également qui peut porter atteinte à tout ce qui concerne la question sécuritaire via les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, la perception des parents, surtout des parents des militaires qui sont au front, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne perception. Parce que vu toutes les vidéos choquantes qu'ils voyaient en longueur de journée sur les réseaux sociaux, non seulement ça créait une sorte de panique, mais une sorte de peur chez eux, donc la psychose en général. Maintenant, quant aux recommandations au niveau de l'État, moi je pense que l'État doit essayer de s'engager dans cette lutte de désinformation, c'est-à-dire en sanctionnant les plateformes
ou les médias qui sont à la base, puisque les réseaux sociaux sont utilisés par tout le monde, que ce soit les partis politiques, les personnes privées, l'État même. Donc toute personne ou toute organisation qui est à la base de la désinformation, l'État doit pouvoir les sanctionner. Maintenant, au niveau des ONG, à travers ce genre de cadre, les ONG peuvent aider l'État et la population pour la sensibilisation. Et cette sensibilisation doit continuer également au niveau universitaire. Nous qui sommes des enseignants-chercheurs, nous devons être capables de sensibiliser nos apprenants, c'est-à-dire les étudiants, sur la façon d'utiliser les réseaux sociaux et sur la façon de faire une analyse de toutes les informations qu'ils reçoivent. Maintenant, au niveau des structures privées comme Google et autres, moi je pense qu'ils doivent filtrer les informations. Normalement, je ne sais pas comment c'est géré à ce niveau, mais toutes les informations ne doivent pas passer. Voilà, merci. Merci, docteur Oumana. Je vous maintenant monsieur Togo, informaticien. Dans la structure, on peut dire que c'est la gendarmerie, la police des réseaux sociaux ou des espaces d'information digitale. Voilà, quels sont les défis et surtout les recommandations que vous pouvez adresser à ce public qui est jeune, les étudiants, mais aussi les chercheurs, les enseignants, également ainsi que les hommes de l'âge, surtout les ONG aussi qui appuient l'État dans ce domaine. Merci bien, monsieur le modérateur. Alors, donc, puisqu'on parle des réseaux sociaux et qu'on est en face de la jeunesse, je ferai des recommandations, mais sous forme de conseils, si vous me permettez. Donc, je dirais que M. Dial l'a dit dans son intervention, il faut que nous, en tant que jeunes, qu'on ait en tête que tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux sont stockés quelque part, même si vous les supprimez. Il a pris l'exemple de sa photo de 17 ans qu'on lui a rappelé tout récemment. Donc, avoir en tête que tout ce qu'on publie est stocké quelque part. Donc, pour cela, avant de publier toute information ou toute donnée sur les réseaux sociaux, il faut déjà analyser l'impact que cette publication peut avoir sur votre e-réputation, c'est-à-dire votre réputation en ligne. Donc, de ce fait, il ne faut jamais publier une photo ou une information d'un proche, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou même de votre professeur sans son consentement. Maintenant, ce que je peux dire aussi en deuxième position, c'est que malgré tout ce que nos États ou nos autorités en charge de la régulation du secteur font, on n'est jamais protégé à 100% sur les réseaux sociaux si nous-mêmes ne nous impliquons pas. En matière de la sécurité des systèmes d'information, donc de cybersécurité, le maillon faible, c'est l'humain. Quelle que soit la technologie ou les technologies que vous mettez en place, si l'humain n'est pas sensibilisé suffisamment à l'utilisation des réseaux sociaux ou à l'outil numérique, on n'est jamais protégé à 100%. D'ailleurs, la sécurité 100% n'existe pas dans ce domaine digitalisé. Donc, pour cela, il faut qu'on adopte des règles de cyberprudence, d'hygiène numérique, donc tout en restant au quotidien vigilant sur les réseaux sociaux. Ce que je peux dire vers la fin, c'est que parlant des réseaux sociaux, il n'y a pas de mauvais ou de bon. Tout dépend de l'utilisation que nous faisons de ces réseaux sociaux-là. Je vous remercie. Merci. Je fais exprès de ne pas répondre à ta question. Ça peut donner à toute personne qui utilise mal ou qui attaque une langue à travers les réseaux sociaux. Je n'ai pas compris la question. Je dis ce que vous faites en tant que gendarmerie des réseaux sociaux, oui. Système d'information. Oui. Et rappeler après ce que vous avez dit en termes de recommandations. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, il y a deux questions par rapport à l'intelligence artificielle pour modifier les photos. Là, dès lors qu'une votre photo est modifiée,
et que ça vous porte préjudice, sans votre accord, là, ça tombe sur le coup de la loi sur les données personnelles. Là, vous avez le droit de porter plainte à l'APDP contre l'auteur de la déformation de votre photo. L'APDP, bien sûr, l'article 31 de la loi sur les données personnelles dit clairement que l'APDP peut infliger des sanctions. Qui dit infliger des sanctions, dit naturellement poursuite. L'APDP n'est pas une unité de poursuite, mais c'est une autorité de poursuite. L'APDP a le droit de poursuivre et de sanctionner des sanctions comme un tribunal. Dans l'APDP travaille comme un tribunal répressif. Mais sans avoir les procureurs, nous n'avons pas les procureurs à notre niveau, mais l'APDP peut sanctionner à l'amende un individu ou une organisation publique ou privée. Vous voyez un peu. Donc, par rapport aux fausses informations, beaucoup de questions ont été posées là-dessus. Retenez qu'au Mali, pour le moment, aucun texte n'interdit ni réprime les fake news. Les fake news, c'est une nouvelle création de l'Internet qui n'ont pas été régulées pour le moment. Mais je crois qu'avec la loi sur la presse en ligne qui est en gestation au niveau du ministère de l'économie numérique, là, la question sera prise en compte. Donc, pour le moment, si vous êtes victime de fake news, là, vous ne pouvez pas saisir des procureurs de la République parce que là, ce n'est pas une infraction en République du Mali. La fausse information n'est punie que lorsque ça porte atteinte au crédit des forces armées. Sinon, une information qui porte atteinte à votre crédibilité en tant qu'individu, vous pouvez porter plainte pour diffamation à la limite. Sinon, la fausse information, les fake news ne sont pas encore pour le moment sanctionnés en République du Mali, dans le code pénal malien ou dans la loi sur la presse de 2000. Et une question a été posée par rapport aux vidéoman et fake news. Nous, en tant qu'autorité de protection des données personnelles, il n'y a pas de différence entre un blogueur et un vidéoman. Le blogueur a sa page, a son site internet ou sa page sur les réseaux sociaux. Il l'anime autant, au même titre qu'un vidéoman. Donc, à nos yeux, un vidéoman est aussi bien soumis à la loi sur les données personnelles qu'un blogueur. Donc, si un blogueur doit publier la photo d'un individu, s'il doit publier un article sur un individu, le blogueur doit d'abord prendre le consentement de la personne concernée. Contrairement aux journalistes, le journaliste n'est pas obligé de demander l'avis de la personne contre laquelle il veut publier. Mais un blogueur est tenu de le faire. Aussi bien le vidéoman est soumis à la même réglementation. Si un vidéoman ou un blogueur publie votre photo ou fait un article sans votre consentement, vous avez le droit de porter plainte contre lui au niveau de la PDP. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Par rapport aux recommandations, et par rapport à la PDP, nous devons continuer à sensibiliser. Sur la couche la plus fragile, la jeune, tout le monde l'a dit. Les jeunes, on doit continuer à sensibiliser par rapport à ça. Et nos partenaires de Common for Chess Grand, je vois anglophone, peut lier un partenariat, nous pouvons aller en partenariat pour sensibiliser davantage la jeunesse par rapport au danger du numérique. Par rapport à l'État, Dr Dial l'a dit, aux États, ça, il faut qu'on aille, on en fasse un front commun contre les gens du net. C'est les premiers prédateurs de données personnelles, c'est les Facebook, les WhatsApp, autres là. C'est eux qui vivent de données personnelles, c'est eux qui les violent tous les jours. Nous, on s'accuse entre nous, alors que ceux qui ont des milliards sur nos données personnelles ne sont pas sanctionnables parce que nous, on n'a pas les moyens juridiques en tant qu'APDP d'attaquer Facebook aujourd'hui dans au Mali. Pour l'attaquer, il va falloir qu'on aille à la Silicon Valley, en Californie, pour intenter une procédure contre Facebook. Parce qu'il n'y a pas de bureau. Aucun géant du net n'a un bureau en Afrique ici. Tenez-vous bien. Vous voyez un peu. Donc nous sommes trop en retard. Pour qu'on puisse les contrer, il faut que nous parlons du même langage. Et puis chaque pays ait une législation, chaque pays ait une autorité pour qu'on fasse front commun comme l'Europe l'a fait, et à travers les règlements européens, sur les RGPD, pour qu'on y aille. Vous voyez un peu. Donc il faut que le Mali, au-delà de cela, il faut que le Mali même puisse réguler la presse en ligne, qu'on puisse savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas. Sinon, il y a beaucoup d'informations qui sont propagées, le blogueur l'a dit, qui sont propagées sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui créent même des détentions souvent inutiles entre les communautés. Donc je dirais à l'État malien d'aller rapidement à la législation sur la presse en ligne pour que cela soit réglé définitivement. Nous, à l'APDP, nous allons continuer à sensibiliser. Et aux jeunes, je vous dirais d'être très prudents. Dr Togo l'a dit, tout ce que vous publierez resterez à vie sur Internet. Vos enfants, vos petits-enfants peuvent avoir des soucis. Votre enfant peut, si votre enfant ou votre petit-fils veut devenir président de la République, on dira votre maman passe toute sa vie à envoyer des photos, ces photos obscènes de nudité à ses petits copains. Ça trouve que votre copain a dit publier des photos de vous, vos seins sont dehors, les parties de nudité sont dehors, et ça va vous suivre toute votre vie. Donc, n'envoyez jamais des photos compromettantes à des copains, à des amis, parce que vous vous aimez, il ne faut jamais les faire. Si vous les faites,
arrêtez-les dès aujourd'hui. Sinon, ça pourra se retrouver contre vous. Et votre copain ou votre mari, qui est votre ami intime, pourra les utiliser contre vous un jour, les jours où vous ne serez plus en intelligence. Donc, c'est ce que j'avais à dire, monsieur le modérateur, par rapport à ça. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Keita, magistrat de grade exceptionnel. Merci, Dr Togo, docteur en informatique. Il est directeur de la technique et du contrôle au niveau de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Merci à Dr Fatoumata Fofana, enseignante chercheuse à l'école de journalisme. Et on a milité pendant des années dans l'association des jeunes docteurs et doctorants du Mali avec Dr Moïse Sangaré depuis 10 ans. Merci à mon frère Bourema Soulo de l'association des blogueurs du Mali. Et surtout, merci pour avoir partagé ces informations de façon synthétique. Malheureusement, on était obligé de contracter compte tenu du temps. On aurait pu continuer à ouvrir les débats, à poser des questions, à avoir plus d'informations. Mais je pense que c'est partie remise parce que dans les recommandations, il est demandé et à l'université et aux organisateurs, que ce soit l'association, l'APDP, excusez-moi, que ce soit à Cherche comme un drone, tous ceux qui ont organisé ces forums, de reprendre, de continuer ce type d'initiative dans l'espace universitaire, parce que c'est l'espace jeune, on en a besoin. Même nous, adultes, en tant qu'enseignants-chercheurs, on a besoin de ces informations. Donc, moi, je remercie les organisateurs. Juste un petit récapitulatif, monsieur le maître de cérémonie, je suis maître de conférence. Rectifié. Donc, je vous redonne la parole pour la suite du débat. Merci à vous et bon vendredi.